Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une œuvre monumentale, une œuvre qui a littéralement façonné notre monde, la politique d'Aristote. Alors oubliez l'image du vieux texte poussiéreux, non, il faut voir ça plutôt comme le tout premier plan directeur de la société. C'est un guide pour comprendre comment les États se construisent et aussi, et c'est peut-être le plus fascinant, pourquoi ils finissent toujours par s'effondrer. Et tout commence avec cette phrase, sans doute la plus célèbre d'Aristote. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa pensée. Cette phrase, c'est notre point de départ. Parce que pour lui, attention, vivre en communauté, ce n'est pas juste un choix pratique. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une part essentielle de ce qui nous définit en tant qu'être humain. Alors, voilà le programme. Pour vraiment saisir la logique d'Aristote, on va suivre sa propre méthode. C'est simple, on va construire l'État avec lui, brique par brique, en partant de l'individu pour arriver jusqu'à la cité. On attaque donc avec la question la plus fondamentale qui soit, vraiment la base de tout. Pourquoi est-ce qu'on forme des sociétés? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, les êtres humains, à nous rassembler, plutôt que de vivre chacun de notre côté? Et là, la distinction qu'il fait est essentielle. Il nous dit, les animaux, ils ont une voix. Ça leur sert à exprimer le plaisir, la douleur, d'accord. Mais nous, les humains, on a la parole, le fameux logos. Et ça change tout. Parce que la parole, elle sert à débattre de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Et c'est cette capacité unique à forger un sens commun de la morale, du bien et du mal, qui est pour Aristote le véritable ciment de la société. Cette phrase, elle est incroyablement forte. Elle montre bien l'importance vitale de la communauté. Pour Aristote, être en dehors de la cité, en dehors de l'État, ce n'est pas du tout être libre. C'est être incomplet. C'est se situer soit en dessous de l'humanité, comme une bête, soit au-dessus, comme un dieu. Mais pour nous, simples mortels, il n'y a pas d'autre choix. Notre humanité ne peut s'accomplir pleinement qu'à l'intérieur de la cité. Bon, maintenant qu'on a posé ça, voyons comment les briques s'assemblent. Pour Aristote, l'État, ce n'est pas du tout une création artificielle, un contrat consigné. Non, non. Il faut le voir comme un organisme vivant. Quelque chose qui grandit, qui pousse tout à fait naturellement à partir d'associations plus petites, plus simples. Et la logique est implacable. C'est vraiment une progression. Tout commence avec le foyer. C'est l'unité de base, celle qui assure la survie au quotidien. Ensuite, plusieurs foyers se regroupent. Ça donne un village. Pourquoi? Pour plus de sécurité, pour répondre à des besoins un peu plus larges. Et enfin, l'union de plusieurs villages, eh bien ça forme l'État, la cité, la police en grec. Et là, on atteint le but ultime. Pas juste l'autosuffisance, pas juste survivre. Non, on atteint la possibilité pour les citoyens de vraiment s'épanouir. Et ça, c'est vraiment le point crucial, le cœur de sa pensée. L'État, il n'existe pas seulement pour nous permettre de vivre, il existe pour nous permettre de bien vivre. La survie, c'est le point de départ, c'est la condition nécessaire. Mais la finalité, la véritable destination, c'est l'épanouissement humain, c'est la recherche de la vertu. Ici, Aristote fait une distinction qui a une résonance assez folle aujourd'hui. Il nous dit qu'il y a deux façons d'acquérir des richesses. D'un côté, il y a la manière naturelle, gérer sa maison pour subvenir à ses besoins. Ça, c'est honorable, ça a une limite. Et de l'autre, il y a l'art non naturel, chercher à accumuler de l'argent pour le simple plaisir d'accumuler, le commerce pour le profit. Et ça, pour lui, c'est une perversion. C'est une quête artificielle, sans fin, qui nous détourne complètement du but ultime, cette fameuse vie bonne. Alors, il faut aborder un point qui, évidemment, heurte de plein fouet notre sensibilité d'aujourd'hui. Dans son analyse du foyer, Aristote inclut ce qu'il appelle l'esclavage naturel. Pour lui, certaines personnes étaient par nature des instruments, des possessions vivantes au service des autres. Il voyait ça comme un rouage nécessaire à l'économie du foyer. C'est un élément de sa pensée qui reflète, de manière assez crue, les structures sociales de son temps. Ok, maintenant que l'État est formé, la grande question c'est comment on le gouverne. Et là-dessus, Aristote nous livre une classification qui est devenue ultra célèbre et qui a eu une influence énorme. Et tout repose sur deux questions en fait très simples. Qui est au pouvoir et pour le bénéfice de qui ce pouvoir est-il exercé? Ce tableau, c'est vraiment la clé pour comprendre toute sa théorie politique. C'est simple. Pour chaque catégorie de dirigeants, il y a une forme juste qui vise le bien commun, et puis il y a sa version corrompue qui ne sert que les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Et là, attention, petite surprise. Pour Aristote, la démocratie, c'est la forme déviée du gouvernement par le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'elle se transforme en règne des pauvres contre les riches. La forme juste qu'il préfère, c'est la politeia. On pourrait traduire ça par une sorte de république modérée. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple, le gouvernement par un petit groupe. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre, c'est la motivation. Quand les meilleurs, les plus vertueux gouvernent pour le bien de tous, c'est une aristocratie. Mais quand ce sont les riches qui gouvernent pour leur propre fortune,
là on tombe dans l'oligarchie. Le critère de sélection, ce n'est plus la vertu, c'est l'argent. Mais voilà, aucune constitution, même la meilleure, n'est éternelle. Et Aristote, en observateur très pragmatique, s'est posé la question fatidique, qu'est-ce qui fait qu'un régime pourrit de l'intérieur, pourquoi les États, au final, échouent-ils? Et sa réponse est d'une clarté redoutable. La cause première, le moteur universel de la révolution, c'est une perception faussée de l'égalité. C'est ce sentiment d'injustice, peu importe qu'il soit justifié ou non d'ailleurs. Quand un groupe dans la société a le sentiment profond que la répartition du pouvoir, des richesses, des honneurs est injuste, eh bien, les graines de la révolte sont plantées. Et à partir de là, il dresse une liste, on dirait presque une checklist clinique des déclencheurs. On y trouve le désir de s'enrichir, l'arrogance des dirigeants, la peur, le mépris d'une classe pour une autre, un groupe qui devient trop puissant. C'est un véritable outil diagnostique. Et ce qui est fou, c'est à quel point ça reste pertinent pour analyser les crises politiques qu'on peut observer aujourd'hui. Et cette phrase-là, elle fait le lien avec ce qu'on a vu avant sur l'économie. Ce n'est pas le besoin, la nécessité qui cause les plus grands crimes, nous dit-il. Non, c'est l'excès. Ce n'est pas la faim qui pousse un homme à devenir un tyran, c'est son désir sans limite. C'est cette même pulsion non naturelle qui finit par corrompre l'économie, la politique, et qui mène les États à leur perte. Alors, on arrive à la fin. La question c'est, plus de 2000 ans après, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi est-ce que ce plan directeur, imaginé dans la Grèce antique, nous parle encore autant aujourd'hui? Eh bien, il y a au moins 4 idées fondamentales qui ont traversé les siècles. D'abord que l'État est quelque chose de naturel. Ensuite que le but de la politique doit être moral, permettre à chacun de bien vivre. Troisièmement, cette distinction absolument vitale entre le bien commun et les intérêts particuliers. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, cette intuition géniale que le sentiment d'injustice, c'est, et ça restera toujours, le poison le plus mortel pour n'importe quelle société. On va donc terminer sur une question qui est vraiment au cœur de toute l'œuvre d'Aristote. Si l'État est une création naturelle qui vise le bien, est-ce que ça veut dire que ces échecs, ces perversions, ces effondrements sont eux aussi une partie naturelle, inévitable de notre existence? La réflexion reste ouverte. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande leçon de la politique.